Merci Stéphane. Nous passons la parole à Didier Rochard pour ce deux poids deux mesures, nazisme, communisme. Merci Guillaume. Merci aussi de m'avoir confié ce sujet d'ailleurs, parce que par fidélité familiale, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé, puisque mon père a eu le malheur de passer 18 mois à Bergen-Belsen, et par conséquent, j'ai eu très souvent l'occasion d'en parler avec lui, assez tardivement d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des choses que les anciens déportés racontent. Et puis je connais un peu quelques pays asiatiques qui sont encore sous le joug aujourd'hui du communisme. Alors, nazisme et communisme, c'est évidemment un sujet très, très important et encore très contesté. La montée en puissance du communisme puis du nazisme ont incontestablement pourtant des points communs. On peut même parler, dans certains cas, de complicité. C'est ce que je vais essayer de démontrer à l'instant. L'ouverture des archives, et surtout depuis que l'URSS est dissoute, mais aussi par les archives de la Stasi, ont permis de révéler un certain nombre de choses qui étaient jusqu'alors ignorées, volontairement ignorées par le monde occidental, naturellement. Malgré l'ouverture de ces archives, privées ou d'État, malgré la diffusion de très nombreux documents, sur Internet en particulier, de livres aussi, de films, je vous recommande le Soviet Story de Edwin Snorr. J'aime pas beaucoup la conclusion, mais enfin le film est très bon. Le Tchéquiste aussi d'Alexandre Rogodchkin. N'hésitez pas à aller voir ça. Il ne s'est pas recommandé pour les enfants, bien évidemment. Mais toujours, ces diffusions ont toujours été faites dans des cercles très restreints, qui ne dépassent pas ce que Philippe Nemo appelait la doxa, c'est-à-dire que tant que vous êtes sur un petit segment de public, vous avez le droit de diffuser ce genre de choses, mais ça ne passera certainement jamais à la télévision. Or, c'est la vérité sur les plus grands massacres idéologiques, si l'on peut les appeler comme ça, de l'histoire, et toute cette vérité a du mal à s'imposer. Alors, je vais être obligé de brosser très très vite. Je vais avoir des propos qui pourraient être contestés. D'ailleurs, je les conteste moi-même dans certains cas, mais il faut s'en tenir à un certain nombre d'éléments pour essayer d'y voir un peu clair dans cette complicité entre le nazisme et le communisme. De 1920 à 1935, ça ce sont des rappels historiques, les communistes français sont contre la guerre, ouvertement et violemment contre une guerre de la France, non pas parce que c'est la guerre, mais tout simplement parce que la France est un pays impérialiste et qu'elle n'est pas l'allié de l'URSS. Moscou s'est pourtant rapproché de Berlin en 1920, je rappelle simplement le traité commercial du 21 avril 1921, puis le 17 avril 22, c'est le traité plus général de Rapallo. Ce dernier établit des relations diplomatiques entre les deux pays et une aide accrue qui est apportée par les soviétiques aux Allemands, qui recevront pour la Reichswehr en constitution, contrairement naturellement au traité de Versailles, mais qui constitueront le rétablissement en quelque sorte de l'armée allemande à la barbe des Alliés. Ça a été très loin, puisque non seulement il y a les méthodes de financement que je ne développerai pas ici, j'en parlerai dans un instant, mais on n'aura pas le temps de le développer, mais c'est évidemment l'instruction des pilotes d'avions et des chefs de chars qui ont été réalisés par l'armée rouge au profit de la future armée allemande, de la future Reichswehr. Au nom de la lutte contre la bourgeoisie, l'ambiance est excellente à cette époque entre communistes soviétiques et nazis. Cette bonne entente durera jusqu'en 1941, comme on vous l'a rappelé tout à l'heure, et la rupture du pacte germano-soviétique qui verra le Parti communiste donner l'ordre à ses satellites de combattre l'allemand, non par opposition idéologique, mais à cause de circonstances propres à la guerre elle-même, et qui eurent aussi pour effet d'allier l'URSS de Staline aux États-Unis de Roosevelt. Alors là, il y a tout un pan que je ne peux pas développer, tout un volet que je ne peux pas développer, pour faute de temps, bien qu'il soit absolument capital, pour être complet sur cette aventure, sur les complicités dont bénéficieront Staline et Hitler, complicités financières. Je vous renvoie au livre de Anthony Sutton, Wall Street et l'ascension de Hitler, qui est paru en 1976 d'abord, puis une réédition en 1972, celui de Pierre de Villemarest, remarquable, sur Wall Street et la révolution bolchevique, ainsi que sur complicité et financement soviéto-nazi, aux éditions Godefroy de Bouillon.
excellentes auditions, paru en 1996. Et puis aussi celui de Nicolas Tindler, qu'on ne trouve malheureusement plus, Le secret de Lénine. Dans son disque, alors là je vous renvoie à ça parce qu'on n'a pas le temps de développer, mais c'est un volet qui est absolument capital pour comprendre la complicité entre, alors là pour le coup, le monde occidental, essentiellement anglo-saxon, et la montée à la fois du bolchevisme par Lénine et la montée de Hitler et du national-socialisme. Je rappelle d'ailleurs à cette anecdote qui malheureusement n'est plus trouvable sur Internet, c'est resté une demi-heure. Lors de la dernière université d'été du Parti socialiste à La Rochelle, depuis il n'y en a plus eu parce qu'il y a risqué d'un incident, il y a une sénatrice socialiste, qui dans le fleuve de son discours sur le programme de régénération, sur le modernisme du socialisme, etc., se met tout d'un coup au micro à dire « Nous sommes les forces de progrès, nous sommes les nationaux socialistes ». Et là, on voit un Gus qui passe derrière, qui lui fait une petite tape sur l'épaule, qui lui souffle quelque chose à l'oreille. Non, dit-elle, nous sommes les socialistes nationaux. Voilà. C'est resté une demi-heure sur la toile, et malheureusement, je n'ai pas eu le réflexe de faire une saisie d'écran à ce moment-là. Ça aurait été assez intéressant de pouvoir divulguer ce genre de choses. Je rappelle, dans son discours du 1er mai 1927, Hitler affirmait « Nous sommes socialistes, nous sommes les ennemis du système capitaliste tel qu'il existe, c'est-à-dire basé sur l'exploitation de ceux qui sont économiquement faibles avec des salaires injustes et l'estimation de la valeur de l'être humain qu'il établit à partir des seuls critères de richesse, de patrimoine, plutôt que celle de responsabilité, de performance. Nous sommes déterminés à détruire ce système par tous les moyens. » Je rappelle que le souci de Hitler s'est limité très rapidement, puisque l'exploitation de ceux qui sont économiquement faibles, Hitler s'est empressé de limiter les salaires de tous les ouvriers allemands à cette époque. Staline et Ribbentrop, en décembre 1939, la guerre n'est pas... la guerre est commencée déjà, pardon. L'amitié entre l'Allemagne et l'URSS est fortifiée par le sang, dit-il. Il s'agit du sang des victimes tuées conjointement par les socialistes et les nazis au cours des agressions de la Pologne et de la Finlande. Les officiers des deux camps se rencontrent pour discuter des progrès de la guerre. Or, les progrès furent bons et la perspective encore meilleure. Là, vous allez sur la toile, il y a des photos où on voit effectivement des agapes entre des officiers allemands et des officiers soviétiques. Les affinités, plus encore que des moments de circonstance, les affinités sont profondes. Tout comme le communisme, le national-socialisme avait ambition pour créer un homme nouveau. Vous vous rappelez la Révolution française, c'était ça. La régénération de l'homme ancien au profit d'un homme nouveau. Et François Stomm dit « Les deux systèmes n'acceptent pas la nature humaine telle qu'elle est et sont en guerre contre la nature humaine. C'est la racine du totalitarisme. Le nazisme est basé sur une fausse biologie, le communisme est basé sur une fausse sociologie. Mais les deux systèmes prétendent avoir une base scientifique. » Et là, pour compléter les propos de l'orateur précédent, on peut évoquer à cet égard la rhétorique actuelle sur l'homme augmenté, la théorie du genre, les lois qui annoncent un changement de civilisation. C'est Madame Taubira qui nous l'a dit avec sa loi sur le mariage homosexuel. À partir de la manipulation du vivant, c'est tout ce que nous connaissons aujourd'hui, tout ce que nous découvrons avec effarement sur le transhumanisme et le post-humanisme. L'URSS, donc, fut le principal fournisseur de la machine de guerre nazie. Des milliers de tonnes de pétrole, de minerais de fer, de matériaux, des trains entiers de blé soviétique furent envoyés à l'Allemagne hitlérienne. Or, n'oublions pas qu'à cette même époque, l'URSS souffrait de pénurie. Elle a organisé la famine en Ukraine. Staline a organisé une famine en détruisant les stocks, en volant les stocks aux paysans ukrainiens, ce qui a provoqué 7 millions de morts. Et les soviétiques exportaient cette production après l'avoir volée aux paysans. N'oublions pas que l'Occident, à ce moment-là, était parfaitement au courant. Les films d'actualité le disaient. Alors évidemment, en montrant des populations encore, encore vivantes. On a peu vu, mais ça je crois que Bernard l'expose très bien dans son livre, on a peu vu ce qui s'est passé 6 mois après, où les pauvres paysans, les enfants, etc., tous étaient dans un état de pénurie tel que la famine a fait 7 millions de morts. Mais l'URSS alla encore beaucoup plus loin.
Elle persuada les partis communistes européens de saboter la résistance et de soutenir les nazis. Le 4 juillet 1940, l'Humanité écrivait « Il est particulièrement réconfortant, en ces temps de malheur, de voir de nombreux travailleurs parisiens s'entretenir avec les soldats allemands, soit dans la rue, soit au bistrot du coin. Bravo, camarades, continuez, même si cela ne plaît pas à certains bourgeois aussi stupides que malfaisants. La fraternité des peuples ne sera pas toujours une espérance, elle deviendra une réalité vivante. » C'est dans l'Humanité du 4 juillet 40. Je reparlerai d'ailleurs de cette pseudo-réapparition de l'Humanité. Aujourd'hui, le PCF dit qu'il a résisté aux nazis bien avant 1941, quand Hitler attaqua la Russie. En fait, ils s'opposèrent bien plus au gouvernement Daladier et plus tard au gouvernement Pétain qu'aux Allemands au début de l'occupation et bien avant la guerre. Le parti avait du reste été interdit pour avoir saboté l'effort de guerre matériellement et idéologiquement. Rappelons quand même que les dirigeants communistes français passés dans la clandestinité en Belgique sont revenus en France après l'armistice, juste au moment de l'armistice d'ailleurs, dans les voitures de la Gestapo, et ouvrant les négociations pour faire reparaître l'Humanité. Et ça, c'est largement développé dans les ouvrages qui vous seront proposés tout à l'heure. Donc, en 1940, Hitler écrase la France. Mais dans le même temps, Staline occupe la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Pour le président Roosevelt, l'URSS était un des États de l'Axe. Pour tous, il était clair que Staline appartenait au camp des fascistes. Molotov alla à Berlin pour discuter de l'ordre mondial d'après-guerre. Il vint avec une liste de territoires auxquels s'intéressait l'URSS, pendant qu'Hitler et Molotov discutaient. Le reste de la délégation soviétique appréciait la compagnie de Goebbels. Tout ça, ce sont des archives, ce sont des photos, des documents. C'est Molotov et non Goebbels qui encourageaient les Occidentaux à ne pas combattre l'idéologie nazie. Bien plus, s'adressant au Soviet suprême, il déclara que la lutte contre l'idéologie du fascisme était un crime. Ce fut imprimé dans tous les journaux soviétiques. Plus tard, cette feuille disparut des bibliothèques du RSS avec les autres déclarations pro-nazies du gouvernement soviétique. Et pour reprendre, n'oublions pas que M. Cazeneuve a déclaré exactement la même chose au sujet de l'islam. Voilà, lutter contre la charia, la charia n'est pas un crime. Divulguer la charia n'est pas un crime. C'est une déclaration de M. Cazeneuve il y a quelques mois à peine. Alors pourquoi la lutte contre le nazisme fut-elle criminalisée par les soviétiques ? Eh bien parce que les exécutions de masse, les camps de concentration étaient fondés sur une idéologie. Le travail vous fait libre. Arbeit macht frei était à l'entrée de tous les camps de concentration nazis. Et le travail est un honneur, était en exergue sur la façade des camps soviétiques. Si quelqu'un entreprenait de combattre cette idéologie, il devait aussi combattre le régime soviétique. C'est le parallèle que vous faisiez tout à l'heure. Molotov le comprenait très bien, qui avait personnellement supervisé l'élimination de 7 millions d'Ukrainiens. Himmler supervisait l'élimination des Juifs. Les deux étaient d'accord que, pour le bien commun, certains groupes devaient être éliminés. Rappelons que Marx et Engels écrivaient « L'extermination de peuples inférieurs ne doit pas être considérée comme un crime. Cela permet aux peuples développés de se construire une vie meilleure. » Les communistes furent donc non seulement aussi racistes que les nazis, mais ajoutèrent l'épuration de classe à l'inventaire de leur massacre. Marx disait encore « Les classes et les races, trop faibles pour maîtriser les nouvelles conditions de vie, l'homme nouveau toujours, devaient périr dans l'Holocauste révolutionnaire. » 11 millions de personnes assassinées rien qu'en 1937 et 1941, 11 millions. Vous pouvez imaginer l'échelle de répression contre nos propres citoyens, et c'est Natalia Lebiedeva, une historienne russe, qui le déclare. Plus encore, de nombreux juifs fuirent en URSS pensant se protéger d'Hitler, et Staline fit l'inconcevable. Il les livra à la Gestapo en geste d'amitié. La collaboration soviétique avec la SS et le NKVD, donc, ont collaboré intimement. Les archives révèlent de très nombreuses listes de communistes allemands, car il ne faut pas en oublier, donc il faut tous les massacrer. En Vendée,
les ordres étaient de massacrer les bleus comme les blancs, car il vaut mieux massacrer tout le monde que d'oublier un blanc quelque part, d'oublier une femme qui risque de porter l'enfant des brigands. C'est exactement le même discours. Et donc des communistes allemands et des juifs qui ont été livrés au SS, entre autres de décembre 1937 à avril 1938. Je cite ces dates parce que là on a les listes. De mai à novembre 1938, la majorité bien sûr disparue dans les camps nazis, mais la collaboration SS-NKVD ne se limita pas à l'extradition d'ennemis communs. Le NKVD instruisit la Gestapo. La terreur soviétique fonctionnait déjà depuis 20 ans quand les nazis commencèrent. Et Viktor Soukorov, un ancien des services, révèle que les officiers SS prirent les plans et le mode de fonctionnement des camps de concentration. Les officiers soviétiques allèrent à Cracovie, occupée par les nazis, pour rencontrer leurs collègues SS. Les représentants soviétiques coordonnaient le transport des Juifs personnellement avec le Brigadeführer Otto Wächter, un des concepteurs de l'Holocauste. La Russie ne nie plus, d'ailleurs, aujourd'hui, la collaboration de l'URSS avec la SS. Mais elle dit simplement que cette collaboration n'était pas basée sur un accord formel écrit. C'est une nuance, il faudra en parler aux victimes. Or, les documents existent sous la signature de Beria et du SS Reichsführer, chef du service principal de sécurité. Entre autres, à Berlin, le 3 novembre 1938, je cite, j'ouvre les guillemets, « Sous mon autorité, le SS Standartenführer Müller est compétent pour signer à Moscou l'accord de coopération entre le NKVD et la SS. Nous plaçons de grands espoirs dans le renforcement de la paix, de la sécurité entre nos États. » Car tout est toujours présenté avec des rubans roses. Et c'est signé par le SS Gruppenführer Heydrich. La négation du Kremlin est étayée par... D'ailleurs, oui, les compagnons de route est étayée par un historien occidental, David Irving, qui est d'ailleurs également négateur de l'Holocauste. Aujourd'hui, les actions de Staline sont justifiées au plus haut niveau. L'ancien ministre de la Défense, Igor Radionov, justifie dans une allocution récente « Ce fut une vraie guerre contre le fascisme juif à l'intérieur du pays. Pour lui, aider Hitler à combattre le fascisme juif dans les années 30 était un noble combat contre le fascisme. » En 1939, Staline licencia d'ailleurs son ministre des Affaires étrangères, Litvinov, qui étant juif ne pouvait pas conclure un accord avec l'Allemagne. Staline d'ailleurs employait ce terme que Hitler a repris mot pour mot plus tard, nettoyer la synagogue. Trotsky informa le monde depuis son exil sud-américain, du rapprochement de Staline et de Hitler. Je cite Trotsky dans ses écrits, « La police de Staline et la GPU est semblable à la Gestapo nazie. » Il savait le danger de ses discours. On sait que Staline l'a fait assassiner à Mexico. L'URSS comme l'Allemagne nazie ne commit pas simplement des crimes. Les deux étaient par nature des entreprises criminelles. Pour faire partie du Politburo, il fallait assumer les crimes et exécutions de meurtre pour acquérir la confiance, exactement comme dans un gang criminel. Les ordres d'exécution de masse devaient être contresignés par tous les membres du bureau. Ceux qui condamnèrent par la suite les actes de Staline étaient co-responsables des exécutions de masse, mais ça, on a l'habitude. Les juges qui avaient prêté serment au maréchal Pétain ont été les premiers à le juger et à le condamner. En mars 1940, 8 fosses sont découvertes dans la forêt de Katyn. C'est le début des massacres systématiques. Les exécutions nazies commenceront bien plus tard. Il y en eut d'autres à Riga, à Tartou, à Lwów, à Minsk. Impossible d'identifier les cadavres tellement défigurés par les tortures. Devenus les alliés des Occidentaux, les Soviets avaient les mains libres, aidés par les lois anglaises qui ne reconnaissent pas, toujours pas d'ailleurs, depuis le War Crime Act de 1991, qui ne reconnaissent pas la qualification de crime contre l'humanité. Les crimes de guerre, après le tribunal de Nuremberg, ne pouvaient avoir été perpétrés que par les Allemands. C'est d'ailleurs ce qui empêche le jugement des communistes aujourd'hui, puisque juridiquement parlant, on dit « mais ça n'est pas possible, le crime contre l'humanité, ce ne sont que les nazis ». La victoire à tout prix, qui était le slogan de Churchill, que l'on verra discuter très courtoisement avec Staline, donne un blanc-seing aux assassins. Malheureusement, je ne peux pas développer tout ça, mais les relations Roosevelt-Churchill avec les anglo-saxons de l'époque, la famille royale anglaise, etc., ça mérite des développements qui sont aujourd'hui encore très sujets à caution. Le major Sopronenko
principal organisateur de Katyn, reçut la médaille d'honneur, qui est une médaille du travail. Sans doute la médaille du travail bien fait, je suppose. Serov fut directeur du KGB, qui fut directeur du KGB par la suite, reçut l'ordre de Lénine, ce sont les deux plus belles décorations soviétiques. Sur les 27 ces décorations ont été remises en présence de Gerald Ford. En présence de Gerald Ford. Voilà, on a les photos. Voilà. C'était après la guerre, je ne sais plus, en 47 ou 48. Sur les 27 millions de morts russes, seule une partie est due aux Allemands. L'armée rouge était suivie par l'armée du KGB pour que personne ne puisse reculer. Les mauvais traitements et exécutions firent que 1 million de Russes déserteront et rejoindront les armées allemandes. Ça n'est jamais dit, évidemment, ça n'est jamais révélé. Staline savait que personne n'oserait juger le vainqueur d'Hitler. Après la guerre, il déporta encore une douzaine de peuples dans leur totalité, les Tatars, enfin il y a toute une liste. En 1945, l'URSS ne fermera pas les camps nazis et les utilisera exactement de la même façon. Les méthodes et les idéologies sont donc comparables, mais les conséquences après-guerre seront très différentes. En violation des conventions de Genève et des accords passés avec ses alliés, les soviétiques déplaceront des populations un peu partout dans l'Empire, surtout dans les États baltes qui subirent un nettoyage ethnique presque parfait. Les Occidentaux étaient parfaitement au courant. Dans les camps, les goulags soviétiques, donc, on pratique des expériences médicales sur les prisonniers. Un certain Janis Dzintars, un letton connu pour ses atrocités, surtout sur les femmes, sera décrété vétéran méritant, bien après la guerre. L'URSS refusera toujours de l'extrader, alors qu'il avait lui-même demandé de pouvoir fuir en Angleterre, craignant sans doute une élimination rapide pour le faire taire. Or, en Angleterre, il eût été protégé par les lois anglaises. Il aurait très bien pu se réfugier en Angleterre sans qu'on puisse l'attaquer, puisque les crimes contre l'humanité ne sont pas reconnus. De nombreux auteurs, historiens, mais aussi idéologues, ont étudié les comparaisons entre le nazisme et le communisme dans tous les domaines. Philosophie politique, similitudes techniques, logistique totalitaire, propagande, système répressif. Je ne cite que Pie XI, avec ses 2 encycliques. On ne pourra pas dire que le monde occidental n'était pas au courant de l'intrinsèquement pervers. Hannah Arendt, bien sûr, Stéphane Courtois, vous avez certainement tous lu son ouvrage sur le communisme. Avec Alain Besançon, on ne peut que constater, pour le déplorer, l'amnésie historique concernant les crimes staliniens et l'hypermnésie historique pour ceux des nazis. En 1944, Ludwig von Mises, dans son livre Omnipotent Government, The Rise of the Total State on Total War, 8, dit-il, voilà, je cite, 8 des 10 points du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels ont été exécutés par les nazis avec un radicalisme qui aurait enchanté Marx. L'Allemand Kurt Schumacher, ce n'est pas le pilote bien sûr, un dirigeant après la guerre du SPD, donc de la gauche allemande, déclare « Les communistes sont comme des nazis repeints ». Ernest Nolte, qui est un auteur très, très connu et très disserte sur la question, établit un parallèle entre génocide de race nazi et génocide de classe. François Furet, dans son livre « Le passé d'une illusion », déclare « Ce qui rend inévitable une analyse comparée, c'est la dépendance mutuelle des 2 idéologies. La guerre les a mises aux prises, mais après les avoir associées. » Et Raoul Girardet, je finirai là-dessus, cite les propos d'Hitler à Hermann Röchling en 1934. Hermann Röchling a écrit des livres sur j'allais dire, c'est plus que la complicité. Il était un des adjoints d'Hitler. On a dit que le livre s'appelle Hitler m'a dit. On a contesté un certain nombre de ses propos, mais Raoul Girardet, qui est un grand historien, les maintient, lui. Et je cite, ce n'est pas l'Allemagne qui va... Hitler, il cite Hitler, c'est donc Hitler qui parle. Ce n'est pas l'Allemagne qui va devenir bolchevique, mais le bolchevisme qui se transformera en une sorte de national-socialisme. En plus, il y a plus de liens qui nous unissent au bolchevisme que d'éléments qui nous séparent. Ce qui m'a intéressé et instruit chez les marxistes, ce sont leurs méthodes. Tout le national-socialisme est contenu là-dedans.
Je n'ai eu qu'à m'en emparer, dit-il encore, et à les développer, et me suis ainsi procuré l'instrument dont nous avions besoin. Et je conclurai avec Jean-François Revel, le communisme, c'est le nazisme, le mensonge en plus. Je vous remercie.